Bonjour à tous, on va commencer notre conférence et le symposium USA France Financials 2022. Merci de vous être connectés aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va essayer de les répondre à l'issue de cette conférence. Mais également, si vous n'avez pas le temps, sachez que toute notre équipe à USA France Financials, nous sommes disponibles sur le booth USA France Financials sur la plateforme Hopin. N'hésitez pas à vous connecter si vous avez des questions sur lesquelles vous souhaitez qu'on vous réponde aujourd'hui. Sinon, n'hésitez pas, évidemment, prendre rendez-vous avec nos équipes et tous les intervenants. On a un très beau programme pour vous aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite avec les marchés financiers. Que se passe-t-il sur les marchés financiers? Comment investir de manière proactive durant cette récession? Donc, si vous le souhaitez, on va se lancer dans le vif du sujet. En quelques mots sur USA France Financials, nous sommes maintenant une équipe de 15 personnes. Nous sommes basés à Philadelphie, San Francisco, Los Angeles, Miami et New York. Et on permet aux cadres, aux entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de pouvoir gérer leurs problématiques financières. Donc, ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement. Tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier, on est capable d'apporter une valeur ajoutée. Et cela, que nous restions pour le reste de notre vie ici aux États-Unis ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, nous avons cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin est. Nous travaillons de manière collégiale pour le bien de la communauté française. Nous avons des talents au niveau de notre équipe. Nous avons à la fois des diplômés notaires, coordinateurs fiscaux, directeurs de planification avancée et d'investissement. Et l'ensemble de notre équipe est là pour pouvoir permettre à la communauté française des États-Unis d'être en position de force dans leur planification financière. Pour aujourd'hui, voici le sommaire. Premièrement, que se passe-t-il sur les marchés financiers? Pourquoi tant de volatilité? Deuxièmement, comment contribuer à réduire le risque de votre portefeuille d'investissement dans le cadre de votre stratégie globale? Troisièmement, comment être stratégiquement proactif lors d'une baisse des marchés, comme on est en train de la vivre? Et quatrièmement, comment contribuer à réduire l'impact fiscal au sein de votre portefeuille d'investissement? On va tout d'abord répondre à cette première question. Que se passe-t-il sur les marchés financiers? Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, ce sont les 20 indicateurs que nous suivons au quotidien, et notamment 7 de ces indicateurs que nous suivons en forte phase de volatilité à la baisse. Donc, en quelques mots, il y a plusieurs choses qui se sont passées durant l'année 2022. Commençons tout d'abord par le conflit ukrainien-russe qui est en train de se passer et qui évidemment déstabilise toute la zone européenne et également le système alimentaire mondial, puisque l'Ukraine est considérée comme the basket of the world. Donc, évidemment, énorme impact à la fois alimentaire, mais également de l'énergie qui va impacter évidemment l'Europe notamment et le monde. Donc premièrement, les conflits géopolitiques qui ne sont pas à son sommet en ce moment. Deuxièmement, c'est également l'inflation. Donc on voit une inflation qui a été en fait mise en place par les banques centrales mondiales. On a eu énormément de liquidités qui ont été injectées sur les marchés financiers depuis évidemment 2008, mais également en 2020, on a voulu faire face à la problématique du coronavirus, de cette pandémie mondiale, et des milliards ont été injectés sur les marchés financiers. Pour vous donner une statistique, en 2007-2008, on injectait à peu près 80 milliards de liquidités chaque mois, alors qu'en avril 2020, c'était près de 75 milliards par jour qui étaient injectés. Et donc, depuis le début de l'année, la Banque centrale américaine a décidé de fermer petit à petit les vannes, de réduire justement cette impression d'argent et également d'augmenter les taux d'intérêt pour faire face à l'inflation. Et donc, évidemment, moins d'apport de capitaux, de liquidités, de coûts
d'accès à la liquidité qui sont beaucoup plus élevés maintenant. Et donc, évidemment, ils sont là pour essayer de ralentir un petit peu l'économie, de pouvoir faire atterrir, ce qu'on dirait en anglais, atterrir l'économie, pour que potentiellement, nous ne faisons pas une surchauffe au niveau de l'inflation. Donc, augmentation des taux d'intérêt qui a un impact directement également sur le housing market, sur l'immobilier, puisque plus les taux d'intérêt sont élevés, plus c'est difficile de pouvoir emprunter. Et donc, on va s'attendre dans les mois à venir à un tassement du prix du marché immobilier, voire potentiellement une baisse, puisque tout simplement, moins en moins de personnes vont pouvoir avoir la possibilité d'acheter de l'immobilier avec l'augmentation des taux d'intérêt. On est proche des 6,5-7% à l'heure actuelle sur un taux à 30%, un taux à 30 ans. Quand même des points positifs, on voit que tout simplement les valorisations des compagnies sont en dessous, ce qu'on appelle le price to earning ratio, qui est maintenant, la valorisation des compagnies est en dessous de leur moyenne à 25 ans. Donc de plus en plus, on va avoir des affaires à faire sur le marché financier. Beaucoup de très belles compagnies ont été vraiment sanctionnées dans ces derniers mois. Et donc, petit à petit, ça peut être des vraies opportunités à se positionner à la fois sur le marché obligataire et également sur le marché des equity. Petit point sur le marché obligataire, nous sommes en train de vivre la pire année depuis 1842 du marché obligataire. Le marché perd entre moins 10 et moins 20% sur le marché obligataire, qui est normalement le filet de sécurité, un petit peu le parachute qui est là pour réduire la volatilité, le risque du portefeuille global. Et de manière historique, c'est probablement la pire année, l'année 2022, en termes d'un portefeuille qui serait plutôt balancé, conservateur, puisque malheureusement cette année, les obligations n'ont pas pu jouer leur rôle pour pouvoir tenir les rendements au niveau du marché financier et de votre portefeuille. Cela étant dit, à l'heure actuelle, maintenant avec l'augmentation des taux d'intérêt, quand on va aller sur le marché des obligations, on va avoir des vraies opportunités. On peut être proche maintenant des 3,5-4% sur le marché des obligations municipales aux États-Unis, qui est net d'impôts au fédéral et potentiellement également même au niveau de l'État, si vous vivez dans le même état de l'obligation municipale dans lequel vous allez pouvoir souscrire. Et donc, les rendements commencent à être conséquents, intéressants pour pouvoir se positionner. Donc, quelques opportunités. Le marché du travail est toujours très, très, très fort aux États-Unis. On est autour des 3,7% d'unemployment rate, ce qui est très, très, très bon. Et puis également, les consommateurs ont toujours, les ménages, ont toujours pas mal de liquidités qui viennent évidemment de tout l'argent qu'on a pu recevoir des aides du gouvernement ici aux États-Unis, qui est toujours en épargne des ménages et qui vont pouvoir faire face un petit peu à court terme, en tout cas, à cette inflation. Mais la Fed est en train d'essayer de tacler cette problématique. Donc, pas mal de volatilité, d'incertitude en ce moment. On est un petit peu dans cette morosité en ce moment. Le marché enregistre entre moins 20 et moins 30%, moins 20, moins 22 au niveau du S&P, ça dépend les jours maintenant, et proche de moins 30 pour le Nasdaq et les compagnies technologiques. Mais évidemment, quand on va avoir de nouveau une stabilité, on va pouvoir revoir un rebond interne. On parle moins d'un rebond, ce qu'on appelle en V, comme on a pu le voir en 2020, où il y a eu une baisse très rapide et un rebond extrêmement rapide de par l'injection massive de liquidités de la Banque centrale américaine. On parle actuellement un petit peu d'un rebond qui se ferait en forme de signe Nike, c'est-à-dire une forte baisse, ou en tout cas forte baisse dans ces mois qu'on est en train de vivre, et potentiellement un rebond qui soit beaucoup plus linéaire sur le long terme. On va voir évidemment ce que l'avenir nous prépare. Voilà un petit peu en termes de perspective économique. Maintenant, nous allons répondre aux questions lors de ces 3 prochaines questions. Que faire ? Premièrement, comment réduire le risque de votre portefeuille d'investissement dans le cadre de votre stratégie globale ? Nous avons donc 4 premières manières de le faire. Donc, premièrement, c'est une stratégie d'investissement qui soit réfléchie, d'éviter au maximum les travers comportementaux, les prises de décision émotionnelles. Deuxièmement, c'est d'avoir une stratégie holistique qui va être en ligne avec vos investissements. C'est une prise de décision globale et j'aimerais même dire internationale. Nous avons l'opportunité de pouvoir investir dans plusieurs pays, dans plusieurs devises. On va voir exactement comment est-ce qu'on peut être diversifié de manière optimale. Troisièmement, c'est de pouvoir créer une stratégie à haute vélocité patrimoniale, de pouvoir faire en sorte que chaque dollar que l'on met de côté puisse être utilisé plusieurs fois en même temps et ainsi démultiplier sa stratégie. Et quatrièmement, on va utiliser des instruments, notamment des instruments de retraite, qui vont nous permettre à la fois de réduire le risque et de maximiser les garanties. On va voir comment est-ce que à la fois les variable index annuity, qui sont en fait pour pouvoir faire grandir du capital, mais également les income annuity vont pouvoir nous permettre d'avoir un peu plus de garanties dans notre stratégie. Commençons par le point numéro 1.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique à gauche, le marché augmente, il baisse, il augmente, il baisse, il augmente, mais sur le long terme, il va augmenter. Évidemment, cela vient en tant qu'investisseur, j'ai envie de dire classique ou lambda, avec un certain nombre de prises de décision potentiellement émotionnelles, et qu'il s'agit absolument de pouvoir de mettre un mur entre soi, entre les prises de décision émotionnelles et ce qui se passe dans la réalité, parce que si nous prenons des décisions avisées et avérées, on va pouvoir se rapprocher au mieux de ce que le marché va pouvoir nous donner sur le long terme. Comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite, en 2016, le marché a généré près de 14%, alors que l'investisseur moyen n'avait généré que 5,5%. La grande différence à long terme, c'est la gestion émotionnelle de son argent. Le fait de prendre des décisions avisées et avérées va nous rapprocher au mieux de ce que le marché va pouvoir nous donner. Prise de décision stratégique à tout moment. Deuxièmement, c'est de pouvoir avoir une diversification de classes d'actifs. Généralement, on parle de manière optimale de 6 à 8 classes d'actifs dans lesquelles il s'agit d'être diversifié, puisque dans certaines phases de l'économie, il y a certaines classes d'actifs qui vont plus être performantes que d'autres. En ce moment, par exemple, le marché le secteur de l'énergie est absolument phénoménal en ce moment, pendant que d'autres secteurs sont en difficulté. Donc, avoir une diversification globale va nous permettre de pouvoir gérer le risque de manière optimale et d'être d'autant plus près du rendement que l'on attend sur le long terme. Il y a des phases de hausse, il y a des phases de baisse, mais un portefeuille diversifié va nous permettre de lisser notre investissement sur le long terme. Donc, on parle évidemment de classes d'actifs au sein du portefeuille. On va pouvoir utiliser d'autres classes d'actifs en dehors du portefeuille et on va en discuter aujourd'hui. Troisièmement, c'est de pouvoir avoir une gestion de patrimoine qui est optimisée. Alors, pour créer de la valeur patrimoniale, quelles sont nos options? Nous avons vraiment 3 options. Déjà, c'est de faire de l'épargne pendant une très longue période de temps. À la banque, alors maintenant, on peut avoir des rendements proches de 2%, on va dire, à la banque, mais ça veut dire qu'il va falloir une très longue période de temps pour pouvoir doubler son argent à la banque. Et une des problématiques, évidemment, d'avoir du cash à la banque, elle est double. Évidemment, c'est l'inflation, puisqu'on va perdre en pouvoir d'achat tous les jours. Et deuxièmement, quand on a du cash à la banque, qui gagne de l'argent sur notre dos? C'est la banque, évidemment. Et donc, on va essayer de squeezer un maximum la banque pour que notre patrimoine, nos liquidités que nous avons mis de côté, puissent travailler pour notre famille et notre futur. Mais en tout cas, mettre de l'argent de côté va être une des manières de pouvoir créer de la valeur patrimoniale exponentielle. Les 2 autres manières, elles, sont sur des classes d'actifs qui vont nous permettre de pouvoir faire grandir de manière exponentielle ce patrimoine. Premièrement, c'est ce que j'appelle ownership. On détient sa propre compagnie, ou on détient des parts d'une compagnie sur le marché privé ou sur le marché public, telles que des actions. Et à ce titre, sur le long terme, on peut s'attendre à une augmentation des marchés. En effet, on est dans une phase de baisse à l'heure actuelle, il va de nouveau remonter, et sur le long terme, on va pouvoir faire augmenter notre valeur patrimoniale. Et dernièrement, c'est l'immobilier. Voilà. Il n'y a que vraiment 2 manières, ce que j'appellerais ownership et real estate, l'immobilier, pour pouvoir faire grandir notre patrimoine. Il s'agit de se diversifier. Et quand on va commencer à être diversifié, commencer à mettre son argent dans différentes classes d'actifs, on va essayer de créer une efficacité patrimoniale et ainsi créer un haut degré de vélocité. Pour expliquer ce mot de vélocité, je prends généralement l'exemple de la vélocité de la monnaie, qui est simplement le ratio entre le PIB, la richesse créée par le pays, sur la masse d'argent disponible. Et si on assume que la masse d'argent disponible est fixe, plus le PIB va être élevé et plus ça signifierait que l'argent passerait d'une poche à l'autre de compagnies, d'individus qui achètent, vendent des biens et des services, et l'économie a une certaine vitalité. Plus ce ratio est important et plus ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'intéressant au niveau de ce pays. D'un point de vue gradulaire de notre propre stratégie patrimoniale, on peut également créer un haut degré de vélocité. Ça voudrait dire que pour chaque dollar que l'on met de côté au niveau de son foyer, dans sa stratégie patrimoniale, si on peut faire en sorte que chaque dollar qui est de côté puisse jouer potentiellement plusieurs rôles en même temps, on va pouvoir démultiplier sa stratégie patrimoniale. Et on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place une telle stratégie. Alors pour ce faire, je vais faire un petit graphique pour illustrer mon point. Donc premièrement, quand on se lève le matin, on crée de la valeur patrimoniale que j'appellerais cash creation. Et ainsi, on se lève le matin, on reçoit un paycheck tous les 2 semaines et on peut mettre une partie de côté et on va le capturer, on va le mettre dans un endroit que j'appellerais cash capture, ça peut être une warehouse. Et cette warehouse est généralement matérialisée par une banque. On va le déposer à la banque. Et comme on a notre argent à la banque et qu'il ne nous rémunère pas grand-chose, notamment avec l'inflation, on va se dire quelles seraient mes opportunités patrimoniales pour pouvoir faire grandir mon patrimoine. Alors, les solutions, c'est ce que j'appellerais cash flow creation.
Et c'est par exemple de l'immobilier, le marché financier, etc., d'avoir des solutions de ownership and real estate qui vont nous permettre de faire grandir nos patrimoines, qui va nous générer des intérêts, des revenus, des dividendes, de créer un cercle vertueux pour qu'un jour, si on souhaite s'arrêter de travailler, que notre patrimoine puisse prendre le relais et de garder le style de vie pour le reste de notre vie. Et au-dessus, on va ajouter ce que j'appellerais le cash protection, qui sont toutes les solutions que vous allez voir dans une des prochaines conférences aujourd'hui. Il y a 12 manières de se protéger. Les 3 risques majeurs étant les problématiques de santé, problématiques de décès et de procès contre vous. Je vous laisse le temps de une des prochaines conférences pour pouvoir voir l'ensemble de ces thèmes. C'est absolument fondamental, notamment aux États-Unis. Nous n'avons pas le même filet de sécurité qu'en France. Il s'agit d'être proactif, d'avoir la sécurité la plus optimale pour vous et votre famille, pour pouvoir construire sur des fondations solides. Mais pour ce schéma-là, généralement, ce que l'on nommait de notre prise de décision patrimoniale, c'est la partie cash capture. Nous commençons normalement à prendre des décisions stratégiques quand nous avons du cash à la banque et que nous posons la question que faire de notre cash, quelles sont les solutions à notre disposition. Et bien en fait, pour moi, il n'y a pas meilleure compagnie au monde qu'une banque pour la gestion opérationnelle de leur cash. Quand vous allez avoir $1 de dépôt à la banque ne va pas se tourner les pouces. Elle va faire travailler votre argent. Et donc, très simplement, comment fonctionne une banque? Vous déposez de l'argent, vous êtes rémunéré par exemple 1 à 2%, et en parallèle, la banque va prêter de l'argent de 4 à 7% pour pouvoir générer une différence entre le coût de leur argent et également les revenus qu'ils vont générer et le risque qu'ils vont prendre à vous prêter l'argent, par exemple, lié à un bien immobilier, tel qu'un mortgage, et vont se rémunérer dessus. S'ils se rémunèrent sur leur fonds propres, c'est très simple. Par exemple, 4 moins 2, ça leur génère du 2%. Si c'est sur leur fonds propres. Mais on pourrait argumenter que comme la banque n'est que intermédiaire quand on est dépositaire de son argent, quand on est un épargnant, et comme ils sont juste simplement intermédiaires dans leur relation, on pourrait argumenter que ils génèrent près de 200% de rendement et qu'on est en plus dans un système qu'on appelle de fractional banking, où en fait pour chaque $1 de dépôt, la banque peut prêter non pas seulement $1, mais 5, 10, 15. En 2008, c'était près de $35. Maintenant, c'est proche de 10 à $15. Donc, si on multiplie par 10, les rendements encore derrière, ils ont optimisé leur cash flow, ils sont leveragés derrière pour pouvoir générer beaucoup d'argent. L'objectif, c'est de pouvoir squeezer un maximum la banque parce qu'elle se fait beaucoup d'argent sur notre dos et de recapturer ce cash flow système et ainsi de pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir créer sa propre banque familiale d'un point de vue stratégique. Alors, ce ne sera pas une banque brick and mortar dans laquelle on va rentrer dedans avec son nom dessus, mais c'est de créer un système à l'intérieur de vos finances qui soit optimisé, où vous allez pouvoir déposer de l'argent dans un actif qui, lui, va pouvoir grandir de manière exponentielle à long terme et également de pouvoir vous permettre d'accéder une deuxième fois à ces liquidités pour pouvoir financer vos activités à rendement et ainsi de squeezer un maximum la banque. Alors, de toute notre analyse que l'on a pu faire et de notre position internationale que nous avons pu identifier un actif qui existe ici aux États-Unis, que nous avons l'opportunité de mettre en place parce que nous sommes résidents fiscaux américains, nous sommes ou américains, carte verte, en visa, nous sommes ici aux US. Peu importe si dans 2 mois, 5 ans, 20 ans à la retraite, on repart en France, peu importe, c'est le moment où vous allez pouvoir commencer qui est important et vous allez pouvoir utiliser cet actif. Et cet actif, c'est ce qu'on appelle de la cash value life insurance. C'est un instrument d'assurance vie à l'américaine qui est permanent pour le reste de notre vie et qui va avoir un impact positif que l'on reste aux États-Unis ou qu'on rentre en France puisqu'on va garder les avantages financiers, fiscaux et légaux. Il y a 12 attributs qui mettent en exergue ce type d'instrument et on va faire un point rapidement là-dessus. Alors tout d'abord, ce qui va être différent par exemple d'un contrat d'assurance vie français, d'un contrat d'assurance vie américain, c'est que nous avons une assurance décès attachée à l'instrument. En plus d'avoir une épargne qui va grandir, nous avons en plus une assurance décès qui partira à nos bénéficiaires un jour, puisque cette assurance décès va nous rester avec nous pour le reste de notre vie. Et lors de notre décès, ces liquidités supplémentaires vont être données à nos bénéficiaires, que ce soit l'époux, l'épouse, les enfants, les petits-enfants, des neveux, des nièces, etc. Et on va pouvoir les passer avec beaucoup d'avantages fiscaux. Il faut savoir que c'est la plus grande niche fiscale ici aux États-Unis. Ça existe depuis 1860. Ce n'est pas un actif sexy du moment. C'est quelque chose qui existe depuis
plus de 150 ans, même 160 ans. Et les premières grandes familles à utiliser ce type d'instrument-là, c'était les Rockefeller à New York, qui ont positionné des millions et des millions de dollars. Et en 1913, lorsque l'IRS a pu jeter un coup d'œil sur ce type d'instrument, ils n'ont pas enlevé les avantages fiscaux, justement, ce qui en fait une des plus grandes niches fiscales ici aux États-Unis, et c'est notamment puisqu'il y a une assurance d'essai attachée à l'instrument. Nous avons une liquidité et un contrôle de notre argent quand on positionne cet argent dans cet instrument-là. Nous avons une croissance qui est garantie, non corrélée au marché financier et immobilier. C'est garanti d'augmenter chaque année. De plus, on va pouvoir bénéficier de dividendes qui sont, eux, non garantis, mais qui, depuis 1860, ont toujours existé. Même durant 1929, les guerres mondiales 2008, 2001, 2020, il y a toujours eu des dividendes importants, intéressants, qui nous permettent de générer un rendement en ce moment de 3 à 5% net de frais, net d'impôts. Et ceci, on s'attend avec une augmentation de l'inflation à ce que ces rendements augmentent également. On l'a beaucoup vu également dans les années 80. Les rendements, les dividendes étaient proches de 13% puisque l'inflation était très élevée. C'est un très bon hedge contre l'inflation. Le but, c'est de ne pas générer du 20% quand l'inflation est à 2%, mais c'est quelque chose qui va nous hedger contre l'inflation, de faire en sorte que notre patrimoine puisse augmenter et faire face à l'inflation, comparé par exemple à la banque où on se fait évidemment massacrer en termes de pouvoir d'achat. Nous avons des avantages fiscaux, que l'on reste ou que l'on reparte. Je ne vais pas faire je vais pas trop passer de temps là-dessus, mais c'est la plus grande niche fiscale ici aux États-Unis et on garde les avantages fiscaux même en cas de retour en France. Nous avons des limites élevées de contribution. C'est un contrat privé, personne n'a de regard dessus. Nous avons de la protection contre d'éventuels créditeurs ou banqueroute dans la majorité des États. On peut ajouter des options telles qu'un waiver of premium en cas d'invalidité ou sont indépendantes. Les problématiques d'EHPAD, par exemple, même si vous rentrez en France et que vous allez devoir vous avez besoin d'une maison médicalisée d'EHPAD, vous allez pouvoir tirer avantage de cet argent. Vous pouvez tirer en amont l'assurance décès pour pouvoir faire face à ces problématiques d'EHPAD à la fois aux États-Unis et en France. Mais pour moi, la chose la plus intéressante de ma démonstration ici, en tout cas pour ce point d'optimiser ses finances, ce sont les 3 derniers points. C'est le fait qu'il soit collatéralisable, que l'on a des options avantageuses de prêt et des options avantageuses de remboursement de prêt ou de ligne de crédit. Alors, voilà ce que l'on a en mettant en place cette Cash Value Life Insurance si on ne fait rien d'autre que le positionner comme un actif de diversification. On va avoir un rendement qui est attractif, on parle de 3 à 5% net de frais, net d'impôts, qui équivaut entre 4,5 et 6,5% équivalent, si on avait un impact fiscal et des frais. Donc c'est plutôt attractif, puisqu'il n'y a aucune année négative, il est garanti d'augmenter à long terme. On a une croissance qui est ininterrompue et exponentielle, et c'est ce qu'on appelle True Company Growth. Il n'y a aucune année négative, il est garanti d'augmenter pour le reste de notre vie. Donc, si par exemple on a du cash à la banque, notre argent est déjà mieux au sein de ce type d'instrument-là. Pareil pour les obligations sur le marché financier. C'est un très bon substitut des obligations. Normalement, dans un portefeuille global, quand on est diversifié, plus on est conservateur, plus on va y mettre les obligations parce que historiquement, leur volatilité est beaucoup moindre. Il y a beaucoup moins généralement de risques sur les obligations que sur les equity. Évidemment, je vous dis ça, nous sommes en octobre 2022, on vient de faire face à la pire année au niveau des obligations sur le marché financier et malheureusement, ils n'ont pas tenu leurs promesses historiques en plus de 150 ans. Ils n'ont pas tenu cette année leurs promesses, malheureusement. Un substitut plus optimal aurait été ou serait votre Cash Value Life Insurance qui, elle, va avoir des rendements quasi équivalents aux obligations, qui continuent à augmenter malgré l'augmentation des taux d'intérêt, parce qu'évidemment, une augmentation des taux d'intérêt baisse la valeur de vos obligations que vous détenez déjà, parce que celles-ci sont moins attractives que les nouvelles offres. Mais évidemment, si vous rentrez maintenant sur le marché financier, vous avez l'opportunité à la fois des obligations, mais également et surtout de cette Cash Value Life Insurance qui a beaucoup plus d'attributs, à la fois de pouvoir mettre en place un système beaucoup plus optimal, mais également de générer des rendements intéressants, de protéger votre famille, d'être défiscalisé et qui est flexible et portable en cas de retour en France. Alors voilà comment ça va s'articuler. Vous vous levez le matin, vous créez de la valeur patrimoniale, vous constituez de la trésorerie. Au lieu de le déposer juste simplement à la banque et enfin se poser des questions de savoir quoi faire avec, l'idée, c'est ainsi de déposer son argent dans son contrat de Cash Value Life Insurance. De déposer son argent, celui-ci va augmenter de manière exponentielle à vie à 3 à 5% et ne s'arrêtera jamais d'augmenter de manière exponentielle pour le reste de notre vie. En parallèle, nous avons la possibilité à la fois de faire un prêt ou faire ce qu'on appelle une IBLOC, Insurance Based Line of Credit, qui serait simplement une ligne de crédit.
Même concept qu'une HELOC, mais vous avez un bien immobilier et vous avez de l'equity, c'est-à-dire que vous avez une valeur de votre maison qui est supérieure au prêt que vous devez, vous pouvez mettre en place une ligne de crédit sur votre bien immobilier. C'est exactement la même chose que vous pouvez faire sur votre contrat d'assurance vie. L'avantage du contrat d'assurance vie, c'est que lui, il est garanti d'augmenter. Et donc, comme il est garanti, les banques sont extrêmement friandes de ce type d'instrument et vont vous permettre d'accéder à 95% de la valeur de votre contrat. Et comme la banque ne prend aucun risque, parce qu'il vous prête un montant inférieur à la valeur de contrat et que celui-ci est garanti d'augmenter, eh ben les taux effectifs sur ce type d'instrument-là sont extrêmement faibles. Ils sont extrêmement favorables. C'est du LIBOR minus. Vous avez des taux extrêmement attractifs sur lesquels vous allez pouvoir les utiliser pour n'importe quelle raison derrière, de par exemple investir dans l'immobilier, de mettre le down payment sur un bien immobilier, d'investir dans votre entreprise, de pouvoir faire des dépenses, par exemple les dépenses d'éducation des enfants, au lieu d'utiliser par exemple des plans 529 qui potentiellement ne seraient pas adaptés parce qu'on n'est pas garanti que nos enfants iraient à l'université dans des universités accréditées par le gouvernement américain. Et ainsi, si on se retrouve avec un 529 et pas l'opportunité de l'utiliser, on va se retrouver avec de fortes pénalités. Donc, une alternative serait par exemple ce type d'instrument. On peut continuer à faire grandir la valeur de patrimoine pendant qu'on peut payer l'université des enfants. Petit aparté sur l'immobilier, normalement d'un point de vue stratégique, l'apport sur un bien immobilier ne se fait jamais en cash. Pourquoi ? Parce que si on fait l'apport en cash, c'est 20% ou 25% d'apport, et qu'on met notre cash dans le bien immobilier, ce cash va être bloqué au sein du bien immobilier. Il va jouer un seul rôle de grandir au sein de la valeur du bien immobilier. Il est maintenant bloqué. Toute son opportunité de pouvoir faire d'autres choses est annihilée. Alors que si vous avez un contrat de type Cash Value Life Insurance qui va générer du 3 à 5%, qui va grandir de manière exponentielle, ce dollar est positionné dedans, et qu'il est utilisé une deuxième fois pour faire cet apport-là, et évidemment, vous êtes leveragé ici avec un mortgage, un prêt immobilier, et donc 100% de votre bien immobilier est maintenant financé, c'est l'argent de quelqu'un d'autre, de la banque cette fois-ci, qui est utilisé pour la construction de votre patrimoine pour vous et votre foyer, et ben vous avez $1 qui va jouer un rôle de générer du 3 à 5% en interne et potentiellement en externe pour aller chercher ces potentiels 7, 8%, etc. qu'on peut avoir derrière. Nous avons maintenant 2 rendements pour le prix d'un. Et donc, on n'est pas obligé de prendre beaucoup de risques dans son investissement final. On peut être très conservateur, puisque comme on a 2 rendements pour le prix d'un, eh ben, on va pouvoir être d'autant plus proche de nos objectifs en prenant beaucoup moins de risques. C'est ce que l'on souhaite, moins de risques, plus de rendement, et on peut le faire de manière stratégique, juste en étant positionné de manière optimale, grâce à ces stratégies que je viens de vous montrer. Passons à des instruments de retraite. On va passer maintenant à la retraite. Imaginez que vous avez un 401k, vous avez contribué durant votre carrière, vous partez de votre employeur, vous allez dans une nouvelle compagnie. Maintenant, votre 401k, vous avez des options. Vous pouvez le transférer vers votre nouveau 401k, etc. Mais vous pouvez également le transférer vers un Individual Retirement Account, un IRA, dans lequel maintenant, vous allez garder tous les avantages et des avantages fiscaux que vous avez au sein de cet instrument. Et à l'intérieur, vous pouvez positionner ce que vous souhaitez. Et je vais vous montrer 2 types d'instruments qui seraient intéressants de pouvoir mettre en place au niveau de ces comptes de retraite, avec l'objectif à terme de pouvoir avoir une certaine sécurité au niveau de la retraite. On va parler déjà des capital annuities dans un premier temps, et on va dans un deuxième temps parler des income annuities. Le rôle d'un capital annuity dans un premier temps, c'est de faire grandir la valeur de votre portefeuille en ayant de la protection à la baisse et des boosters de rendement à la hausse et en réduisant les frais. Voilà comment ça fonctionne. Donc imaginez qu'on ait un 401k, qu'on l'en transfère vers un IRA quand on part de son employeur ou qu'on parte à la retraite et qu'on y positionne à l'intérieur un capital annuity. Alors, je vais vous donner un exemple d'un instrument qui existe à l'heure actuelle où on va mettre en place un capital annuity où on va être investi par exemple à 100% sur le S&P 500. Le S&P 500 à l'heure où je vous parle est à 3700 points. Il est déjà monté à près de 4700. Donc, il y a déjà potentiellement de la marge pour revenir sur des plus hauts. Mais nous commencerons à investir sur la base de 3700 points au niveau de l'index. On va être investi, donc c'est 100% de notre portefeuille qui est investi sur le S&P. Quelle que soit notre tolérance au risque, on va être investi 100% sur le S&P. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce qu'en fait, on va avoir des garanties à la baisse qui va nous permettre de ne pas être aussi granulaire
au terme de ce qu'on appelle la théorie moderne du portefeuille, de diversification, de la gestion du risque, parce qu'en fait, la compagnie d'assurance qui va émettre ce type d'instrument-là va nous permettre d'avoir des garanties à la baisse. Donc, c'est un contrat qui est sur 6 ans. À l'issue de ces 6 ans, le contrat s'arrête. Il faut reprendre une prise de décision patrimoniale, de reprendre peut-être un nouveau capital annuity ou d'aller sur un portefeuille diversifié ou sur un income annuity, etc. On a l'opportunité de reprendre des décisions patrimoniales derrière. À l'issue des 6 ans, si le marché est en baisse, on peut avoir un niveau de protection qui peut être de moins 10, moins 20, moins 30 ou complètement garanti. Je vais prendre l'exemple de moins 10%. Juste pour vous donner une statistique, le marché, le S&P 500, n'a jamais perdu plus de 20% en 6 années consécutives. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Je parle de 1929, les guerres mondiales, 2008, 2001, ça n'est jamais arrivé en 6 ans. Le S&P n'a jamais perdu plus de 20%. Sachant que le S&P, depuis le 1er janvier de cette année, a perdu près de 22 à 25% selon les jours, la probabilité, donc il nous reste 5 ans et 3 mois, il nous reste donc 5 ans et 3 mois, le marché a déjà perdu moins 22, il n'a jamais perdu plus de 20 en 6 ans, et il nous reste 5 ans et 3 mois. La probabilité que l'on puisse arriver avec une perte, une protection de 10%, la probabilité qu'on puisse perdre est d'autant plus faible maintenant que si nous avions commencé au 1er janvier de cette année. Donc maintenant, on arrive sur des moments de pouvoir investir qui est d'autant plus sécurisé que si nous avions commencé plus tôt, du fait que les marchés sont dans un creux de marché à l'heure actuelle. Donc, imaginons qu'on commence à 3700. À l'issue des 6 ans, on serait protégé pour les premiers 10% de perte. Si le marché a perdu 8, on n'a rien perdu. On récupère notre mise de base. Si le marché a perdu moins 12, on a perdu 2. Si le marché a perdu moins 23, on a perdu 13. Et comme le marché a déjà perdu 22, on serait sur des très bons moments pour pouvoir commencer à avoir encore plus la protection, donc une plus faible probabilité de perte. Et à l'inverse, si le marché est en hausse, déjà, le rendement est illimité. Et deuxièmement, on va avoir des coefficients multiplicateurs. Donc déjà, pour les premiers 20%, nous avons 100% de participation. C'est-à-dire que si le marché prend 18%, on va prendre 18%. Mais si le marché est au-delà de 20%, pour la partie supérieure, on va avoir 105% de participation. On va avoir un coefficient multiplicateur à la hausse. Donc si par exemple à la fin, le marché a pris 120%, on va donc prendre 20% pour les premiers 20 et on va, sur les 100% suivants, on va prendre 105% pour un total de 125. Donc plus de rendement que le marché avec le booster de rendement. Et tout cela pour un frais de 0%. Ça ne vous coûte rien d'être investi, d'être protégé à la baisse et d'être boosté à la hausse si on reste dans le cadre de 6 années, qui sont généralement quand on a un 401k et qu'on a, par exemple, on part de l'employeur quand on a 52 ans et qu'on ne va pas tirer l'argent généralement avant 59 ans et demi, rien ne nous empêche de mettre ça dans un capital annuity pour les 6 prochaines années. On arrivera à 58 ans et à 58 ans, on prendra d'autres prises de décision patrimoniales. Mais en attendant, on a de la protection à la baisse. On est 100% sur le marché américain qui a le potentiel d'aller chercher du rendement. On va être boosté au niveau des rendements et également, on a de la protection à la baisse et 0 frais along the way. Voilà l'exemple d'un capital annuity. Évidemment, chaque instrument serait mis en place ad hoc à chaque situation. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un income annuity, c'est quand on arrive vraiment dans cette phase de retraite où on veut mettre en place cette stratégie de flooring. Je vous invite cet après-midi à 16h, je crois, ou 16h ou 17h, heure de New York, de me rejoindre en compagnie d'Olivier Sureau, de Jade Fiducial et de Philippe Plantadi de Nouvelle Vie Retraite sur le thème des retraites américaines et françaises. Je vais vous parler de stratégies purement de retraite. On va adresser à la fois des stratégies de probability based, de flooring et de bucketing. Ce income annuity s'incruste au niveau des stratégies qu'on appelle de flooring. Et flooring, c'est absolument fondamental, c'est d'avoir des revenus garantis pour le reste de notre vie, peu importe ce qu'il va se passer à l'avenir. Les classes d'actifs sont généralement la sécurité sociale française, la sécurité sociale américaine, les complémentaires de retraite françaises, les pensions, si vous avez encore la chance d'avoir une pension de votre employeur, et enfin, les income annuities qui vont pouvoir nous permettre d'avoir des revenus garantis pour le reste de notre vie. Alors, généralement, il y a 2 étapes pour ce income annuity, ça va dépendre quand on va le mettre en place. Il y a à la fois la phase d'accumulation, donc je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a 55 ans et qui est confortable d'attendre 10 ans pour pouvoir commencer à prendre des revenus à l'âge de 65 ans. Il y a certaines compagnies, donc par exemple, si on dépose $100 000
On a un 401k, on le transfère vers un IRA, et dans l'IRA, on se dit, voilà, je suis confortable de déposer 100 000 $ dans un income annuity, d'attendre 10 ans pour commencer à prendre des revenus. Vous allez avoir un certain nombre de garanties en phase d'accumulation. Donc, il y a certaines compagnies qui vont, par exemple, vous garantir x2 en 10 ans. Donc, quoi qu'il arrive, sur cet argent-là, vous aurez un montant de 200 000 $ qui est le minimum sur lequel vous allez calculer votre revenu garanti à vie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, cet argent-là est investi sur les marchés financiers avec la diversification que vous souhaitez avoir. Et si le marché se porte mieux, on aura un montant supérieur et donc on va baser ces revenus garantis sur le montant supérieur. Mais si malheureusement le marché ne se porte pas bien et vous êtes inférieur, vous restez à 100 000 ou même à 0, et vous êtes garanti un minimum de 200 000 $ sur lequel va être calculé votre revenu garanti pour le reste de votre vie. Et ainsi, à 65 ans, les taux à l'heure actuelle pour un homme de 65 ans sont à peu près de 5,5-6%. Je vais juste prendre 6% pour l'exemple. 6% basé sur cette minimum de 200 000 $, ça ferait 12 000 $ par an. Donc 1 000 $ par mois, garanti pour le reste de sa vie. Tant qu'on est en vie, on touchera un minimum de 12 000 $ par an. Si le marché continue à augmenter, ce montant peut continuer à augmenter, mais au minimum 12 000 $. Si le marché est évidemment supérieur et qu'on arrive à 400 000 à 6%, ça nous fait 24 000, 2 000 $ par mois. Ce qui est intéressant également, quand on détient ce type d'instrument en dehors de compte de retraite, nous avons également des avantages fiscaux. Donc, imaginez que vous avez 100 000 $ et vous souhaitez également créer des revenus garantis pour le reste de votre vie en dehors de compte de retraite. Vous avez un déferrement fiscal pendant toute la phase d'accumulation. Et le jour où vous allez recevoir ces 12 000 $ par an, une partie va être considérée comme le capital que vous avez investi et sur lequel vous n'avez pas payé d'impôt. Et l'autre partie va être considérée comme les intérêts générés sur vos comptes. Et cette partie-là va être étalée sur votre espérance de vie. L'espérance de vie pour quelqu'un qui a 65 ans est de 83 ans et donc les intérêts vont être étalés sur 18 ans. Après, tout sera considéré comme des intérêts. Vous paierez de l'impôt sur le revenu sur la totalité des revenus. Mais en tout cas, l'avantage fiscal, ça aurait été de déférer l'impôt pendant une très longue période du temps en phase d'accumulation. Et le jour où on doit s'acquitter de l'impôt, vous allez encore pouvoir déférer cela, étaler cela pendant une très longue période de temps. D'où l'avantage fiscal. L'avantage de planification financière, elle est triple. Un, ça vous garantit le montant que vous avez déjà accumulé d'ici là. Deuxièmement, une augmentation minimale garantie et l'upside potentiel du marché. Et à la retraite, un revenu garanti pour le reste de votre vie pour augmenter votre stratégie de flooring, d'avoir les revenus garantis à vie au-delà de vos revenus de sécurité sociale française, américaine et autres. Voilà un petit peu pour les 4 manières de pouvoir réduire le risque de votre stratégie patrimoniale. Et maintenant, je vous invite à répondre à la question numéro 3, qui est comment être stratégiquement proactif lors d'une baisse de marché. Ce qui est intéressant, parce que ce type de conférence, ça fait maintenant maintes années que je la donne dans différents endroits, que ce soit à travers l'UFE, les chambres de commerce, French Morning, French District, etc. Ça fait longtemps maintenant que j'adresse celle-ci. On est au jour où je vous parle aujourd'hui, en pleine baisse des marchés financiers. Et donc, quelle est la stratégie à mettre en place ou qu'auriez-vous pu déjà mettre en place, puisqu'il faut savoir que nous suivons notre clientèle depuis plus d'une décennie maintenant, et je peux vous dire que notre clientèle est positionnée de manière optimale pour tirer avantage de cette anomalie de marché que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. Et voici, j'ai 2 solutions à votre disposition pour vous répondre à cette question-là. Premièrement, c'est de mettre en place et de monitorer ce qu'on appelle une stratégie à 2 vitesses. Donc, la première vitesse, c'est d'avoir de l'argent qui est en permanence investi sur le marché financier et immobilier. Rappelez-vous, il n'y a que 2 manières de créer la valeur patrimoniale exponentielle, c'est ownership and real estate. L'objectif de rendement à long terme est de 7 à 8%. Cet objectif, lui, est linéaire, mais comme vous pouvez le voir sur mon écran, ça fait maintenant 35 ans qu'on est dans ce qu'on appelle le new normal. On est dans une économie d'expansion, crash, et ainsi de suite. Et ainsi, il faut comprendre qu'un crash du marché financier, d'un point de vue de la gestion patrimoniale uniquement, je ne parle pas évidemment des impacts économiques, sociétaux absolument massifs et désastreux, mais un crash du marché financier n'est pas une mauvaise nouvelle au niveau de la planification financière. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est simplement une nouvelle. Et il n'y a que les personnes qui n'ont pas de stratégie proactive en place qui sont potentiellement fullement heurtées par un crash du marché financier. Et une des raisons, c'est que l'Américain moyen est ce qu'on appelle fullement investi sur le marché financier et immobilier.
Il va avoir de l'argent donc dans le 401k, maxer son 401k, avoir un bien immobilier, potentiellement le repayer le plus rapidement possible. Il faut savoir que quand on va se rapprocher de la retraite, la zone la plus dangereuse sont les 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite, cette zone de 10 ans. Et s'il arrivait quoi que ce soit dans cette zone-là, un crash massif du marché, vous avez pu avoir la meilleure stratégie patrimoniale pendant toute votre carrière. S'il y a un crash majeur et que vous n'êtes pas prêt et positionné de manière optimale, votre style de vie pour le reste de votre vie sera impacté négativement pour le reste de votre vie. Et là, il n'y a que quelques options. Un, c'est d'attendre que le marché remonte. Deux, c'est de continuer à travailler si on a encore l'opportunité de le faire, puisqu'on est employable et où nous avons la santé pour le faire. Et évidemment, des millions et des millions d'Américains se sont retrouvés en difficulté dans cette période-là. C'est évidemment ce que l'on essaye d'éviter au maximum, d'être toujours en position de force. Les impacts externes de votre planification financière ne doivent en rien infecter votre capacité à pouvoir garder le style de vie que vous souhaitez avoir. Et c'est pour cela qu'il est absolument fondamental d'avoir cette deuxième vitesse qui, elle, est non corrélée au marché financier et immobilier et qui va nous permettre à la fois de gérer le risque de manière optimale, mais également de tirer avantage d'opportunités quand elles arrivent. Imaginons que nous ayons deux classes d'actifs. Une première, c'est du cash à la banque. On a parlé du cash, c'est bien d'en avoir. 6 à 12 mois de dépenses, c'est notre matelas de sécurité. Mais pas trop. C'est pas trop pour deux raisons. Premièrement, quand on a de l'argent à la banque, on perd de l'argent avec l'inflation. Et deuxièmement, qui gagne de l'argent sur notre dos, encore une fois, c'est la banque. Et on va essayer de la squeezer un maximum. Et c'est là où notamment votre cash value life insurance va rentrer en jeu. Comme nous avons deux actifs qui sont non corrélés au marché financier immobilier, qui sont garantis d'augmenter, si nous avons par exemple 150 000 $ ici, qui est de côté, rien ne nous empêche de mettre au travail 100 000 $ pour tirer avantage de cette opportunité de marché. Personne ne sait quand on est au plus bas du marché. Et si vous me posez la question, Alexandre, comment est-ce qu'on peut optimiser cette stratégie et d'investir au plus bas du marché? La réponse à cette question, c'est j'en ai aucune idée. Je n'en sais rien, vous n'en savez rien, personne n'en sait rien si le marché aurait déjà priced into the economy, into the system, et on serait déjà dans un rebond. La réalité, c'est que nous, en tant que conseillers financiers, on va monitorer, comme vous l'avez vu, les 20 indicateurs au départ, et notamment 7 que nous monitorons en phase de forte volatilité à la baisse, que nous monitorons de manière proactive, et qui vont petit à petit, quand ceux-ci se remettent au vert, nous donner l'impulsion de commencer à se repositionner à l'achat, et ainsi de ne pas mettre 100 000 $ d'un coup, mais de mettre en place une stratégie de dollar cost averaging. On va mettre par exemple 10 000 $ par mois sur les 10 prochains mois, et ainsi d'avoir la moyenne de ces 10 mois et d'être très bien positionné pour le rebond qui va suivre. On reste investi le temps qu'il faut, on repositionne nos liquidités au chaud, et par exemple, ce qui s'est passé entre 2020, je veux dire 2010 et 2022, le marché a été phénoménal. Il a généré de 9 à 13% par an sans avoir besoin de battre le marché. Juste en étant positionné sur le marché, on a pu générer ce type de rendement-là. Si on utilise ces deux classes d'actifs de manière non corrélée sur le marché, dans votre stratégie patrimoniale, on va avoir des rendements pondérés entre les 7 à 8% que vous pourrez générer ici et les 3 à 5% net d'impôt ici. Vous aurez la moyenne pondérée des deux. Mais si vous utilisez de manière proactive ici, de manière optimale, eh ben, vous aurez un rendement qui serait beaucoup plus optimisé. On sera plus proche des 9 à 11% au lieu d'avoir la moyenne pondérée de ces deux rendements. Plus de rendement, moins de risques. C'est encore une fois exactement ce que l'on recherche. Voilà en quelques mots pourquoi le dollar cost averaging peut avoir du sens, parce que tant que le marché continue à baisser, vous allez continuer à acheter des positions, je dirais, en solde, en sell, qui seront beaucoup plus attractives, à des niveaux d'entrée beaucoup plus intéressants. Et évidemment, le marché va remonter à un moment donné. Et ainsi, on va pouvoir tirer avantage de cette hausse et de se repositionner. Donc, une stratégie de dollar cost averaging a beaucoup de sens en forte phase de volatilité et de se positionner de manière proactive. Une autre stratégie, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les structured notes. Alors, ce qu'il faut comprendre avec les structured notes, c'est plusieurs points. Premièrement, il y a deux choses différentes d'investir à travers des structured notes que d'investir sur les marchés financiers en direct. Premièrement, c'est le fait qu'il faut passer par une institution. Comme vous voyez à l'écran, il y a Citibank, Barclays, Morgan Stanley. Cette institution, il faut être quand même confortable avec laquelle on va aller, puisque nous avons connu Lehman Brothers et Bear Stearns. Des institutions peuvent s'écrouler. Ici, ce sont des institutions qui émettent ces structured notes, ces notes, et ainsi, il faut avoir une certaine confortabilité de pouvoir se positionner son argent avec ces institutions, qui sont généralement de très grandes banques ici aux États-Unis.
Deuxièmement, on va investir cette fois-ci sur une maturité, sur une durée, qui peut être de 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 7 ans. Et donc, il faut quand même assumer qu'on va perdre la liquidité pendant le nombre d'années souhaitées. À l'écran, vous avez la première au-dessus de 13 mois, puis après 3 ans, puis après 5 ans. Il faut être confortable de ne pas avoir la liquidité. Et ainsi, généralement, nous mettons en place une stratégie qu'on appelle de laddering. Faire ce qu'on appelle une ladder strategy. Mettre un petit peu d'argent à 1 an, un peu d'argent à 3 ans, un peu d'argent à 5 ans pour avoir une certaine liquidité qui va être disponible tous les 2 ans à peu près. 1 an, 2 ans. Également, ce type d'instrument était réservé à des clients qu'on considérait qu'on appelle ultra high net worth. Il fallait plusieurs millions de dollars sur management pour avoir accès à cette note qui était un minimum d'investissement de 100 000 dollars. Nous avons accès depuis quelques mois à une plateforme qui nous permet d'accéder à ces instruments-là pour un minimum de 1 000 dollars. Avec 1 000 dollars, on peut accéder à ce type de note et ça va nous permettre à la fois d'être investi sur les marchés financiers avec potentiellement des effets de levier, mais également d'avoir de la protection à la baisse. Et ce qui est intéressant, c'est que pour l'investisseur, il y a absolument 0 frais. Vous voyez ici une commission, c'est la commission qui est rétribuée au conseil financier par ces institutions-là. Ça ne sort en rien de votre investissement. Si vous positionnez par exemple 10 000 dollars, c'est sur la base de 10 000 dollars que tout va être calculé. C'est ce qu'on appelle baked into the note. Ce que vous voyez à l'écran serait disponible basé sur l'investissement que vous avez. Il n'y a pas de frais pour vous, investisseurs. Donc j'ai commencé, je vais vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne. Donc par exemple ici, on positionnerait de l'argent avec Citibank pour 13 mois. On investit sur le S&P 500. Nous avons 15% de protection à l'issue des 13 mois. C'est ce qu'on appelle du soft protection. C'est-à-dire que si le marché a perdu 14% à l'issue des 13 mois, on est protégé. On récupère notre mise de base. Si on passe en dessous des 15%, si on a moins 16, on a perdu moins 16. On est en dessous de la protection. Mais au moins, si on investissait directement sur le marché financier, au moins, cette fois-ci, on a un matelas de sécurité qu'on n'avait pas avant. Quand on est sur le marché, si on perd, on perd. Là, au moins, s'il perd moins de 15 sur les 13 mois, on est complètement protégé. À l'inverse, si le marché est en hausse, il y a 150% de participation. Il y a un coefficient multiplicateur de 1,5 fois le marché. Si le marché, le S&P a pris 10, on prend 15. S'il a pris 15, on prend 22,5. Mais on est capé avec celle-ci à 22%. On ne peut pas gagner plus de 22% en un an, entre en un an et un mois, en 13 mois. Et on a d'autant plus la probabilité d'y arriver de grâce au coefficient multiplicateur qui va nous permettre d'y arriver. Mais on ne peut pas gagner plus de 22% en un an et un mois. Si on passe à 3 ans, cette fois-ci, on investit sur le Russell, donc le small cap, les petites compagnies américaines, le Nasdaq, les compagnies technologiques et le S&P 500. À l'issue des 3 ans, on va être crédité le moins bon rendement des 3 index. C'est le moins bon des 3 qui va être pris en considération. Si le marché est en baisse, on a cette fois-ci 20% de protection, un matelas un peu plus important. Si le marché a perdu moins 19, on n'a rien perdu. S'il a perdu moins 21, on est exposé à moins 21. À l'inverse, cette fois-ci, on va avoir un coefficient multiplicateur qui est de 1,44 fois le marché. Et cette fois-ci, sans cap. C'est unlimited, c'est uncapped. Si le marché gagne 100%, on gagne 144%. Si le marché gagne 200%, on gagne 288%, et ainsi de suite. Il n'y a aucun cap à la hausse. Et on a un coefficient multiplicateur de 1,44 fois le rendement du marché. Et si le marché est en baisse, on a 20% de protection. Encore une fois, aucun frais pour l'investisseur. Et dernièrement, si on pousse un peu à 5 ans, on est sur le Nasdaq, le Russell et le Dow Jones. Cette fois-ci, 40% de protection sur 5 ans. Pour rappel, une statistique, le S&P 500 n'a jamais perdu plus de 20% en 6 ans. Là, il nous reste 5 ans et 3 mois dans cette statistique-là. On a déjà perdu entre moins 20 et moins 30 au niveau des index. Est-ce qu'on peut encore perdre dans les 5 ans à venir? La réponse est oui. Personne ne connaît l'avenir, mais ça n'est jamais arrivé dans le passé. Mais la probabilité reste faible, mais ça peut arriver. Mais la probabilité reste faible. Et même sur les niveaux actuels, vous avez encore 40% de protection dans les 5 prochaines années sur le moins bon rendement des 3. Donc, faible probabilité de perte, mais qui existe quand même. À l'inverse, si le marché est en hausse, on a du x4 au niveau des rendements. Si le marché prend 10, on prend 40. S'il prend 15, on prend 60. Et on est capé à 71%. On ne peut pas gagner plus de 71% en 5 ans, qui équivaut à du 11% compounded interest. C'est-à-dire que tous les ans, vous gagnerez 11%, qui a gagné 11, qui gagne 11, qui gagne 11, qui gagne 11, et qui s'arrête à 71%. Pour toucher ces 71%, ça veut dire qu'entre le moment où vous commencez à investir et le potentiel 71%, il faut que le marché ait gagné plus de 18%. Parce que 18 x 4, 72.
Si le marché prend 18% en 5 ans, vous touchez 71 et pas plus. Ça voudrait dire que vous avez 5 ans pour que le marché ne revienne même pas sur ses pieds du 1er janvier de cette année pour récupérer du 71% de rendement. Donc ça peut évidemment être attractif, grosse probabilité potentiellement d'y arriver, grosse probabilité de ne pas perdre. Évidemment, le risque existe toujours, mais voilà un petit peu ce qui existe avec l'idée de faire ce qu'on appelle cette ladder strategy. Je vais également introduire les 2 premières à l'écran qui sont ce qu'on appelle des full protection. Cette fois-ci, votre capital est 100% garanti par l'institution. Cette fois-ci, par exemple, avec Citi, on investit sur 2 ans et demi. Vous ne pouvez rien perdre. Si vous investissez $10 000, vous ne pouvez récupérer que $10 000 si vous allez jusqu'à la maturité des 2 ans et demi. Il faut absolument aller jusqu'à la maturité des 2 ans et demi. On perd toujours la liquidité pendant le montant d'années investies, mais si on investit pendant 2 ans et demi et que le marché est en baisse, on récupère notre mise de base. Full Principal Protection. On est sur le Nasdaq et on n'a pas d'effet de levier. Cette fois-ci, on a 100% de participation et on a un cap à 21,5% qui est à peu près du 8% compounded interest chaque année maximum pour 2 ans et demi. Donc, on peut gagner jusqu'à 21,5, mais on ne peut rien perdre. Donc, si par exemple, vous êtes en cash et si vous dites, Alexandre, moi, je n'aime pas les marchés ou je ne veux absolument rien perdre, cela peut être une option potentiellement que d'être bloqué sur du money market qui va potentiellement ne pas faire face à l'inflation. Là, au moins, on a une chance d'essayer de pouvoir faire face à l'inflation. Évidemment, à 7 ans aussi, full protection sur le S&P 500. Cette fois-ci, on a un coefficient multiplicateur de 1,25 fois. Donc, un coefficient multiplicateur à la hausse sur 7 ans. Et on peut doubler son argent. On a la possibilité de doubler son argent en 7 ans sans prendre le risque de marché, c'est-à-dire à la baisse, évidemment. Et on a d'autant plus de probabilité d'y arriver qu'on a un coefficient multiplicateur pour y arriver. On a un coefficient de 1,25 fois le marché pour arriver à 100. Mais on ne peut pas gagner, on ne peut pas plus que doubler son argent en 7 ans. Et dernièrement, je vais introduire ce qu'on appelle les income notes, qui est assez intéressant en ce moment, parce que les income notes pourraient en fait être intéressants en ce moment de par la morosité un petit peu qu'on a sur les marchés. On ne sait pas où vraiment les marchés vont aller à court terme, beaucoup de volatilité. Et en fait, cette income note va nous permettre, elle, cette fois-ci, de ne pas tabler sur une augmentation de marché, mais nous permettre de générer 10,5% de rendement annuel tant que le marché ne perd pas moins 30. Alors, je m'exprime. C'est sur 1 an et demi. On est à la fois sur le Nasdaq, les small cap et le Dow Jones. On va être crédité le moins bon des 3. Pendant ces 1 an et demi, chaque mois, on va récupérer un coupon qui est équivalent à 10,5 rendement annuel. Donc, si on fait 10,5 divisé par 12, ça fait un tout petit peu un montant inférieur de 1%. Donc, chaque mois, on a un montant de 1% ou un peu moins d'1% qui nous est crédité sur notre compte tant que le marché, le moins bon de ces 3, ne passe pas en dessous de 30% des niveaux actuels. Ce qu'on appelle le coupon protection. Si pendant un mois, le marché est en dessous de 30%, on ne récupérerait pas le coupon du mois. Si le mois suivant, le marché est de nouveau supérieur à moins 30, on récupère notre coupon et ainsi de suite. À l'issue des 1 an et demi, nous avons 30% de principal protection. Si le marché est supérieur à moins 30% à l'issue des 1 an et demi, on récupère notre mise de base. On a gagné notre pari, on a gagné les 10,5 pour la première année, plus les 5,25 pour les 6 mois suivants. On aurait gagné 15,75% sur les 1 an et demi, tant que le marché n'est pas à moins 30. Comme le marché a déjà perdu moins 20 ou moins 30 en 6 mois, ça peut être intéressant de commencer à se positionner maintenant qu'il y a 6 mois. Et la probabilité de perte, elle existe toujours. Il faudrait qu'il y ait de nouveau un cataclysme qui arrive à nouveau. Mais au moins, en attendant, dans cette perspective d'un marché un petit peu en instabilité, en dents de scie, on peut générer ce type de rendement-là en espérant que dans 1 an et demi, le marché n'ait pas encore une fois perdu moins 30. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 risques avec cela. Il y a un risque à la baisse, mais il y a également un risque à la hausse. Parce que si le marché a rebondi entre-temps et qu'il a pris plus 40, bon, ok, on a gagné 10, tant mieux, mais on aurait pu gagner 40 si on était investi. L'avantage de cette note, c'est ce qu'on appelle un auto-call feature et un non-callable period. Pendant les 6 premiers mois, c'est ce qu'on appelle non-call period, c'est-à-dire que pendant les 6 premiers mois, ce que vous voyez à l'écran fonctionne. Mais à partir de 6 mois, cette note peut être rappelée par la compagnie automatiquement si les 3 index sont positifs comparés au niveau d'entrée aujourd'hui. Si dans 6 mois, le marché est positif, la note est rappelée, on a gagné notre pari, on récupère notre argent plus les intérêts générés. Et voilà, merci beaucoup. Le cash est de nouveau disponible. On peut repartir sur une nouvelle income note ou remettre son argent sur son compte courant ou aller sur quelque chose de sécurisé, etc. Mais
ce qui est intéressant, c'est que, étant donné la volatilité en ce moment et un petit peu l'incertitude, on pourrait peut-être mettre en place une stratégie où on part d'abord sur du income note. On va pouvoir potentiellement générer ces 10,5 de rendement tant que le marché perd pas moins 30. Et si dans 6 mois ou à partir de 6 mois, le marché est en hausse, eh ben le marché il sera en hausse pour deux raisons. Soit on reste dans cette morosité, il s'avère qu'on est un petit peu en hausse, mais bon, pas grand-chose. Dans ce cas-là, on pourrait repartir sur un income note. Ou bien il y a eu un décrochage qui a été réalisé. Avec mon équipe de recherche et d'investissement, on a identifié une augmentation potentielle du marché, un rebond. Et à ce moment-là, d'utiliser ces liquidités et partir sur les growth notes et de pouvoir être à l'achat pour un rebond du marché et avoir des coefficients multiplicateurs à la hausse. Ces instruments-là sont uniquement complémentaires à un portefeuille qui, lui, reste diversifié parce qu'avec celui-ci, attention, on a d'autres risques. On a le risque à la fois de liquidité, de l'institution. Donc, évidemment, ce n'est pas faire l'un ou l'autre. C'est la combinaison stratégique de ces instruments qui fait qu'on va être d'autant plus proche de la gestion du risque et de la maximisation du rendement. Et je vais finir rapidement. Il nous reste 5 minutes avant que je puisse passer aux questions. Répondre à ces dernières questions, c'est de comment réduire l'impact fiscal. Alors, nous avons 4 manières de réduire l'impact fiscal au niveau de nos investissements. Premièrement, c'est de profiter des comptes fiscalement avantageux. Nous avons par exemple les comptes de retraite, les 401k, les IRA, les Roth 401k, les Roth IRA. Je continue, Solo 401k, SEP IRA, etc. Tous ces programmes de retraite nous permettent d'avoir des avantages fiscaux. N'hésitez pas à tirer avantage de cela d'un point de vue stratégique. Nous avons les comptes liés à l'éducation, tels que les 529, ou les comptes liés à la santé, tels que les FSA ou le HSA. Pour information, le HSA, le Health Saving Account, est le compte qui a le plus d'avantages fiscaux, parce que c'est un instrument où on va mettre de l'argent, on va être déduit fiscalement, on va pouvoir faire grandir cet argent avec déferrement fiscal, et le jour où on va sortir l'argent, eh ben, on va pouvoir le sortir sans impôt, si nous pouvons mettre à défaut des dépenses de santé et où, à partir d'un certain âge, on pourra sortir l'argent sans problème, sans impact fiscal. Donc, ça peut être évidemment des instruments très intéressants à utiliser. Deuxièmement, c'est d'utiliser des actifs, des instruments qui sont fiscalement intéressants, tels que les obligations municipales aux États-Unis, si vous avez un très haut high tax bracket au niveau de vos revenus, et également les assurances vie permanentes, on l'a vu, un cash value life insurance, où c'est de l'argent après impôt, taxe déférée, tax free, peu importe où vous êtes dans le monde derrière. On va optimiser le positionnement des actifs au sein des comptes. Par exemple, mettre les obligations au niveau des comptes déférés de retraite, d'avoir les actions plus dans les comptes taxables chaque année, puisque tant qu'on a l'action, on va déférer l'impact fiscal. Et dernièrement, bénéficier de techniques proactives au sein du portefeuille. Alors déjà, on a ce qu'on appelle le tax overlay pour la majorité de nos clients, c'est-à-dire que vous allez avoir de l'intelligence artificielle qui va proactivement faire des ventes de manière journalière pour pouvoir réaliser des moins-values à court terme, qui va offsetter des plus-values et ainsi de suite. Donc maintenant, l'intelligence artificielle va pouvoir, au sein du portefeuille, de manière journalière, réduire l'impact fiscal et très probablement, votre compte a dû souffrir un petit peu cette année. Vous avez potentiellement des moins-values. Au lieu d'attendre votre portefeuille tranquillement et de se tourner les pouces et dire oui, bon, bah, qui n'a pas vendu n'a pas perdu. On est tout à fait d'accord là-dessus, mais un rebalancement du portefeuille va pouvoir vous permettre d'avoir une moins-value fiscale qui va pouvoir se retranscrire sur vos impôts. Si vous attendez, si vous dites j'ai un portefeuille qui est là et que j'attends qu'il remonte, ben, vous n'aurez pas eu d'avantage fiscal. Si maintenant vous êtes dans une baisse et que vous vendez le portefeuille, que vous rachetez derrière, c'est-à-dire que vous faites un rebalancement, imaginez que vous ayez Google, vous achetez Apple par exemple, c'est un exemple, bah, vous avez vendu Google peut-être avec une perte et vous allez maintenant acheter Apple. Bah, vous allez réaliser maintenant une perte qui est une perte fiscale qui va, elle, être indéfinie dans le temps. Elle va pouvoir être compoundée année après année tant que vous n'avez pas d'autres gains que vous allez pouvoir offsetter et vous allez pouvoir faire ça année après année. Ça ne se perd pas. Et donc, c'est important d'être proactif avec votre portefeuille, même si vous avez des baisses cette année, de rebalancer le portefeuille pour avoir des pertes fiscales établi que vous allez pouvoir faire valoir chez votre comptable en avril de l'année prochaine. Et je vais finir là-dessus. Donc, c'est toute notre valeur ajoutée d'accompagnement, à la fois de bien comprendre le portefeuille qu'on va avoir ensemble, de réduire l'impact émotionnel, d'utiliser des instruments, les options, les capital annuity, les structure notes pour réduire le risque, maximiser le rendement, de mettre en place une stratégie à 2 vitesses, de pouvoir investir au-delà de votre risk capacity, d'avoir de risk tolérance. Ça veut dire que plus vous allez avoir les reins solides au niveau de votre stratégie, plus vous allez pouvoir avoir
être confortable avec la prise de risque. Donc, c'est pour ça que les instruments tels que du cash à la banque, alors les Series I Savings Bonds, on n'en a pas discuté, mais vous avez jusqu'au 31 octobre pour tirer avantage des Series I Savings Bonds, où vous avez du 9,62% garanti par le gouvernement américain. Si vous êtes résident fiscal américain, carte verte américain, vous pouvez encore tirer avantage de cela. Il faut aller sur le site du Trésor américain, treasurydirect.gov. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas, mais on peut générer en ce moment du 9,62 annuel, qui est un taux qui est revu tous les 6 mois. Mais en ce moment, voilà, si vous avez des instruments qui sont, eux, garantis, du cash value life insurance, des structure notes qui vous permettent d'avoir plus de confort au niveau de votre stratégie, etc. Plus vous allez de garantie, plus vous allez pouvoir être confortable avec le prise de risque et de pouvoir générer plus de rendement sur le long terme. Et on va voir dans une prochaine conférence cet après-midi les stratégies de flooring, bucketing et de probability based pour être positionnées de manière optimale pour la retraite. J'en finis là-dessus. Il est maintenant 11h59, heure de New York. Si vous souhaitez continuer la discussion, plusieurs options. Avec votre caméra, vous pouvez prendre un rendez-vous directement sur mon calendrier si vous souhaitez continuer la discussion. Il n'y a pas de frais ou quoi que ce soit pour prendre un premier rendez-vous. Vous pouvez m'envoyer un email directement sur alexandre.quentin@usafrancefinancials.com ou m'appeler directement sur mon téléphone portable 610-996-8933. Je me ferai un plaisir d'avoir une conversation avec vous. Nous sommes là pour aider la totalité de notre communauté française ici aux États-Unis et je vous invite à vous connecter à la prochaine conférence qui est directement sur Hopin et je vous invite donc à passer une excellente fin de journée et je vous revois plus tard pour d'autres conférences. À très vite.